La scène d'introduction du deuxième épisode étant la même que celle de la fin du premier, elle a été rejouée de façon quasi chirurgicale. Et bien que l'actrice jouant Jennifer ne soit pas la même, Claudia Wells a été remplacée par Elizabeth Shue car elle s'occupait à l'époque de sa mère malade, tout est parfaitement respecté à quelques détails près, comme le fait qu'une montre est apparue au poignet de Marty. Savais-tu que Elizabeth Shue est en réalité la troisième actrice à avoir été choisie pour Jennifer Parker ? En effet, lorsque Eric Stoltz avait encore le rôle de Marty, sa petite amie devait être jouée par l'actrice Melora Hardin. Mais une fois que Stoltz fut remplacé par Michael J. Fox, deux femmes qui étaient cadres dans la production ont insisté sur le fait qu'elle était trop grande par rapport à Michael J. Fox, et elle fut renvoyée en même temps qu'Eric Stoltz. Claudia Wells joua donc Jennifer dans le premier épisode. Est-ce que tu connais l'incroyable histoire du pick-up de Marty McFly ? À la fin du premier épisode, il fut revendu de suite après le tournage à un particulier, mais celui-ci l'accidenta et l'envoya à la casse. Donc, lorsqu'une suite fut prévue, la production en acheta un autre, et après le tournage, il fut lui aussi revendu à un particulier. Mais lui l'utilisa comme véhicule de tous les jours, sans savoir que sa voiture était celle utilisée par Marty McFly dans la célèbre trilogie. Le pick-up fut même repeint en orange vif. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le particulier se fit voler le véhicule par un cartel de drogue, qui l'utilisa pour faire passer de la drogue à la frontière mexicaine pendant plusieurs années. La police mexicaine récupéra finalement la voiture et la restitua à son propriétaire. En 2012, Time Machine Restauration, une entreprise spécialisée dans la remise en état d'objets appartenant à la trilogie, racheta ce pick-up, mais comme elle était déjà occupée à restaurer la DeLorean du premier film, elle le revendit au grand collectionneur d'objets de la saga Retour vers le futur, Patrick Shea, et avec l'aide de l'entreprise Greg's Restauration, le pick-up retrouva enfin son aspect initial. Cette scène à la fin du premier film où Doc revient du futur et embarque Jennifer et Marty pour partir sauver leurs enfants n'était pas censée annoncer une suite. Ce n'était en réalité qu'une fin humoristique. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Le scénariste Bob Gale a expliqué que s'il avait prévu à l'origine les deux suites, lui et Robert Zemeckis n'auraient jamais fait monter Jennifer dans la voiture avec Doc et Marty. Eh bien, tu n'as qu'à l'emmener, ça la concerne elle aussi. C'est d'ailleurs pourquoi Jennifer perd connaissance presque de suite après le début du film. Le générateur de fusion, Mr. Fusion, installé sur la DeLorean, a été créé par l'équipe du film à partir d'un moulin à café de la marque allemande Krups. Comme le générateur possédait le logo de l'entreprise de Westinghouse Electric Company accolé dessus, il fut modifié par le directeur artistique qui y ajouta quelques lignes pour le différencier. L'élément noir qui sert de support à Mr. Fusion n'est rien d'autre que la coque extérieure d'un disque magnétique utilisé pour l'enregistrement des données dans les vieux ordinateurs des années 60. La superbe séquence de vol au travers des nuages a en réalité été créée initialement pour le film de 1982 Firefox, réalisé par Clint Eastwood. Alors que Doc entame sa descente vers Hill Valley, il tourne le volant vers la gauche. Mais le plan suivant, la DeLorean tourne à droite. Quand la voiture de Doc arrive dans une ruelle de 2015 et qu'elle se pose au sol, on aperçoit sur le côté le mécanisme qui la tient et la dépose tout doucement. Au moment où Doc ouvre la portière de la DeLorean, on remarque que son manteau est déjà mouillé, preuve que la scène avait été jouée une première fois quelques minutes avant. Toujours dans la ruelle, on remarque un peu partout la marque de Fusion Industries, avec le logo que l'on retrouve sur le Mr. Fusion que Doc a installé sur la voiture. Alors que la fin de l'épisode 1 laissait croire que dans le futur, les problèmes d'énergie pour alimenter une voiture étaient résolus, Doc utilisant des déchets ménagers pour faire le plein, Je fais le plein. On se rend compte en 2015 que non, les autres voitures futuristes n'ont pas de Mr. Fusion sur elles, et une station Texaco est toujours là pour vendre de l'essence. Doc confirme d'ailleurs cela dans l'épisode 3, lorsqu'il expliquera à Marty que le Mr. Fusion n'alimente en fait que le convecteur temporel, mais que la voiture fonctionne à l'essence. Le générateur de fusion alimente les circuits et le convecteur temporel. Mais le moteur à combustion interne fonctionne à l'essence ordinaire. Il en a toujours été ainsi. Lorsque la pluie s'arrête et que les éclaircies se font dans le ciel, Doc dit « Si seulement la poste était aussi fiable que les prévisions météo. Cette réplique est un clin d'œil que l'on comprend à la fin du film, lorsque, au moment où la foudre frappe la DeLorean dans le ciel et envoie Doc en 1885, un coursier arrive et remet une lettre à Marty lui disant « À cet endroit précis et à cette minute précise le 12 novembre !» On note également que le fait que la météo puisse être prévue au tic-tac près Au tic-tac près. explique que, alors qu'il pleuvait des trompes d'eau quelques minutes avant, aucune des personnes que voit Marty n'a de parapluie avec elle. Toujours parmi les affiches au mur, on en voit une indiquant qu'il est interdit de jeter des déchets. Et oui, c'est toujours d'actualité en 2015, et d'autant plus important que comme les voitures volent, le moindre objet jeté depuis le ciel peut s'avérer mortel pour un passant. C'est d'ailleurs ce que montre une des nouvelles du journal. Un homme tué par la chute d'un déchet.
Doc explique à Marty qu'il est passé par une clinique de rajeunissement et en profite pour enlever devant lui un masque. Je suis allé dans une clinique de rajeunissement et ils m'ont fait une révision complète. Cette réplique a été créée spécifiquement pour l'acteur Christopher Lloyd afin qu'il n'ait pas apporté du maquillage de vieillesse tout au long des deux suites, puisqu'il est censé être le Doc de 1985, mais qu'en réalité il a le visage du Doc de 1955 dans la vie. De plus, les réalisateurs ont pensé que lui faire dire que le procédé avait ajouté des dizaines d'années à sa vie Et ils m'ont ajouté 30 ou 40 ans d'espérance de vie. permettrait que lorsqu'il se mettrait en couple avec Clara, le public saurait qu'ils auraient de nombreuses années à vivre ensemble. Chris Lloyd a avoué avoir été nerveux car il fallait enlever le masque en une seule fois. C'était une matière très fine qui se déchirait très facilement et si ça ratait, il fallait recommencer, ce qui signifiait patienter 2 ou 3 heures de plus pour appliquer le masque de nouveau. Chris Lloyd devait parler de manière énergique pendant qu'il le retirait et il raconte qu'il y est arrivé en une prise. Qu'est-ce que tu redis? C'est vachement réussi. La plaque que l'on voit au-dessus d'une porte, indiquant 22 WK53, est un clin d'œil fait par Spielberg et Zemeckis à leur ami. Ces chiffres et lettres sont une référence à la productrice Kathleen Kennedy, qui est née en 1953 et dont Retour vers le futur 2 était la 22e production. Savais-tu que lorsque le designer Tinker Hatfield dessina les Nike Mag pour Retour vers le futur 2, il les nomma MAG car c'est l'acronyme de Magnetic Anti-Gravity. Non seulement avec un lassage automatique, mais aussi avec la possibilité de défier la gravité. Les scènes de Slam Ball, sport futuriste inventé par Zemeckis, où les joueurs portaient ces chaussures, n'ont jamais été tournées. On note que c'est également un sport qu'aime pratiquer Needles. Pour réaliser le trucage du lassage automatique des chaussures futuristes de Marty, une série de filins passaient à travers un sol surélevé et étaient attachés aux chaussures. Des techniciens étaient allongés au sol sous la caméra et lorsque Michael J. Fox glissait un pied dans chaque chaussure, il tirait sur les filins et le logo Nike s'illuminait. Le même système fut utilisé pour ajuster la taille de la veste de Marty. Concernant la paire de Nike originale portée par Michael J. Fox dans le film, la chaussure gauche uniquement a été vendue aux enchères en 2018 pour 90 000 $. À propos de Griff Tannen, Doc dit à Marty Un type nommé Griff, tu lui dis non. ce qui donne en anglais Guy named Griff, just say no. Eh bien cette phrase est une référence au slogan populaire de l'administration Reagan pour aider les jeunes dans les années 80 à dire non à la drogue. Just say no. Au départ, lorsqu'une suite à l'épisode 1 fut discutée, Robert Zemeckis ne voulait pas que cette suite se passe dans le futur, car pour lui, chaque fois qu'un film se passe dans le futur, les choses sont mal prédites par rapport à ce qui arrive finalement. Cependant, on peut dire que le second volet de la trilogie a prédit pas mal de choses avec justesse. Notons les jeux vidéo sans manette, les tablettes tactiles, les écrans plats, les vidéoconférences, les drones vidéo, les lunettes de réalité virtuelle, ou encore le système biométrique et commander des objets par la voix dans une maison connectée. Lumière? Lorsque la mission délicate de créer le futur de 2015 fut confiée au jeune artiste designer John Bell, les seules infos qu'il avait étaient la date du futur Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. et qu'il y avait des hoverboards. Overboard? Il dessina alors de nombreux croquis d'overboard, de voitures volantes, de costumes futuristes, de vues de Hill Valley, mais dut attendre 2 ans avant que son travail ne soit analysé et exploité, le temps que Robert Zemeckis réalise le film Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988. John Bell se fit aider par l'artiste futuriste Sid Mead, qui dessina entre autres les décors de Blade Runner, qui lui conseilla, pour créer un futur, de regarder dans le passé, les tendances et les modes étant cycliques. Et c'est ce qu'il fit. Pour le personnage de Griff, par exemple, John Bell s'inspira de lui-même jeune. Il se rappela ses propres baskets pour faire celles de Griff. Il en possédait une avec une sorte de corne de rhinocéros sur l'avant. Au moment où Marty découvre le Hill Valley de 2015, avais-tu remarqué qu'on voit au bord du lac un homme en train de peindre? Eh bien ce figurant a réellement peint un tableau durant tout le temps où les scènes étaient tournées, et ce tableau fut finalement vendu aux enchères plusieurs milliers de dollars. Dans l'épisode 1, lorsque Marty découvre Hill Valley en 1955, on apercevait aussi au milieu de la place de l'hôtel de ville un homme en train de peindre un tableau. On ne sait pas par contre ce que celui-ci est devenu. Le terminal qui affiche diverses informations donne en réalité des indications qui sont des petits gags insérés par les réalisateurs. Par exemple, voler à l'envers n'est pas seulement dangereux, c'est illégal. Si vous buvez, ne volez pas. On retrouve aussi à nouveau la mention demandant de ne pas jeter de détritus depuis les véhicules volants. Quand Marty est effrayé par une bande-annonce en 3D du film Les Dents de la Mer 19, on note sur le cinéma le nom du réalisateur, Max Spielberg.
Max est le fils de Spielberg et il est né en 1985, lors de la sortie du premier épisode de la trilogie. La phrase que prononce Marty par la suite Le requin a toujours l'air aussi faux. a été voulue par Spielberg lui-même, en rapport avec ses propres doutes à la sortie de son film Les Dents de la Mer et de sa frustration quant au rendu de Bruce, le requin mécanique. Savais-tu à ce propos que l'actrice Lea Thompson joua dans la série de films Les Dents de la Mer, dans le troisième opus, sorti en 1983, elle interprétait une des victimes du requin. Quand on voit Marty observer la vitrine avec les objets des années 80, on aperçoit la chemise en jean qu'il portait dans l'épisode 1. On la reconnaît bien aux manches retroussées et à la doublure intérieure, mais aussi au badge sur le revers. Eh bien les réalisateurs, Gale et Zemeckis, expliquent que la veste est bel et bien la même, mais qu'elle n'a pas de lien voulu dans le scénario, ils se sont juste amusés à faire une bonne blague. On remarque d'autres objets placés avec humour dans la vitrine, comme un caméscope JVC Super VHS rappelant celui utilisé dans l'épisode 1, un frisbee qui réapparaîtra dans l'épisode 3, un clin d'œil au film Roger Rabbit qui a été réalisé par Zemeckis, une autre allusion au film Les Dents de la Mer de Spielberg, en plus de celle que nous avons vue. On aperçoit aussi une bien étrange cacahuète tirelire avec des dents. Elle est en réalité une caricature du 39e président américain, Jimmy Carter, qui au début de sa carrière était planteur de cacahuètes. Et c'est lui qui signa une loi, toujours en vigueur lorsque Retour vers le futur a été tourné, exigeant que les compteurs de vitesse des voitures ne puissent pas dépasser les 85 miles à l'heure afin de décourager les excès de vitesse. Mais comme les scénaristes du film tenaient beaucoup à la vitesse de 88 miles à l'heure pour voyager dans le temps, ils ont changé les compteurs de vitesse originaux sur les DeLorean en fabriquant d'autres allant jusqu'à 95 miles à l'heure. Alors pourquoi Bob Gale et Robert Zemeckis ont choisi 88 miles à l'heure comme vitesse pour voyager dans le temps? 88 miles à l'heure! Car, ont-ils expliqué, ce nombre était cool et facile à se rappeler et surtout, à l'époque, les conducteurs n'auraient pas été tentés de l'atteindre puisque les compteurs étaient bloqués à 85 miles à l'heure par Jimmy Carter. Le Café 80 de 2015 est en fait un mix des deux activités ayant eu lieu dans cet établissement en 55 et en 85. C'était un café en 1955 et un club de fitness en 1985. En 2015, on peut y manger et y faire du fitness en même temps. Continuez de pédaler, vous deux! Tu t'es déjà demandé quelles personnalités sont représentées sur ces 6 masques accrochés au mur du Café 80? Eh bien c'est Fidel Castro, Jesse Jackson, Mikhail Gorbatchev, Michael Dukakis, Ronald Reagan et l'Ayatollah Khomeini. Tous ces masques ont été fabriqués par la société César. Voici un extrait d'un catalogue de 1983. On y reconnaît même les masques utilisés dans le film Point Break par les surfeurs braqueurs de banque. Le fameux Pepsi Perfect que Marty commande au Café 80 avec sa forme atypique fut commercialisé par Pepsi en 2015 pour fêter la date du 21 octobre 2015. Le prix fut même de 20,15 $. La doublure de Michael Jackson que l'on voit sur l'écran est l'artiste et comédien Casanova Evans, sosie et imitateur du roi de la pop. Bob Gale explique que Michael Jackson était un grand fan de Retour vers le futur et qu'il a volontiers laissé utiliser son image dans le deuxième épisode. Pour l'avatar de Ronald Reagan, les réalisateurs ont fait une référence au fameux personnage Max Headroom, un personnage fictif qu'on faisait passer à l'époque pour la première IA générée par ordinateur. Mais en réalité, c'était l'acteur Matt Fruver qui portait du maquillage prothétique, des lentilles de contact et un costume moulé en plastique. Ronald Reagan, en version originale, dit « Cette phrase est une référence à une de ses émissions pour sa campagne de réélection en 1984. » Les différents écrans de télévision dans le café montrent plusieurs séries télévisées ou films des années 80, et même le film À la poursuite du diamant vert, réalisé par Zemeckis lui-même. La guitare électrique bleue accrochée au-dessus du jeu d'arcade est la même guitare que celle utilisée plus tard lorsque le Marty de 2015 joue chez lui quelques fausses notes. C'est une guitare Paul Reed Smith. Le verre que Biff a devant lui est en fait un verre de lait où il est écrit ce jeu de mots, Ale Mill Valley. L'un des deux gamers à qui Marty parle dans le Café 80 est Elijah Wood, le futur Frodon Sake qui aura sa propre trilogie dans les années 2000, et c'était sa première apparition au cinéma. Bien que le fils de Marty McFly en 2015 lui ressemble comme deux gouttes d'eau, l'acteur jouant bien sûr les deux rôles, il y a tout de même une petite différence entre les deux. Marty a les yeux verts et son fils a les yeux marrons, et l'acteur porte même un dentier sur les dents du haut. De la même manière, Griff a les yeux marrons, contrairement à Biff qui a les yeux bleus. On note également que le personnage de Spike, l'acolyte féminine de Griff, a son œil droit rouge vif dans le film.
Elle porta cette lentille de contact en clin d'œil au fait qu'elle a réellement les yeux de deux couleurs différentes dans la vie. À partir de ce deuxième épisode, on découvre que Marty perd son sang-froid dès que quelqu'un le traite de mauviette. Ce défaut de caractère fut voulu par Zemeckis et Gale, car ils trouvaient que Marty était trop parfait dans l'épisode 1. Une théorie voudrait que si le Marty de l'épisode 2 possède ce trait de caractère différent, qui ne se voyait absolument pas dans le premier film, Tu veux ma photo, banane? par exemple lorsque Strickland le traite de tocard, Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Marty est impassible, eh bien ce serait parce que Marty est en train de fusionner avec le nouveau Marty qui a grandi dans une famille où le père ne se laisse plus faire par personne. Non, Biff, on ne me la fait pas. La version anglaise utilise ici l'expression « chicken ». Grâce à son plastron informatisé, Data reproduit l'expression « mauviette » dans la version française. Mais c'est le cri d'un poulet qu'il produit dans la version originale. Sur la batte rétractable de Griff, on peut lire la signature de Kirk Gibson Jr. Il existe bien un joueur de baseball américain nommé Kirk Gibson qui joua pour les Tigers de Détroit et pour les Dodgers de Los Angeles. Tandis que Griff laisse tomber sa planche pitbull, un membre de l'équipe technique habillé en bleu est visible dans le reflet de sa chaussure. La course-poursuite sur Overboard est la séquence du film la plus planifiée, dessinée sur storyboard et répétée. À l'écran, elle dure moins de 3 minutes, mais il a fallu 3 semaines pour la tourner. La doublure de Michael J. Fox, Charlie Crugwell, raconte qu'en fouillant dans le matériel de cascade d'Universal, ils ont retrouvé le harnais qui avait été utilisé dans la version originale du film Monte là-dessus de 1961, film auquel Zemeckis avait déjà fait un clin d'œil dans le premier épisode. Après avoir fabriqué des harnais plus confortables, les acteurs furent invités au ranch de Max Cleven pour apprendre les bases des mouvements avec des filins et comment bien contrôler les planches. Pour certaines scènes où Marty est sur l'overboard, ses pieds devaient être littéralement fixés sur la planche en vissant ses chaussures dessus. Ne pouvant plus marcher, il devait alors être transporté par les membres de l'équipe sur les différents endroits du plateau. Une belle innovation cinématographique de l'époque fut très utile sur le film Retour vers le futur 2. C'est la possibilité d'effacer numériquement les câbles, les perches et les grues. Même si parfois, on aperçoit quelques câbles restants, comme ici, on peut voir les fils retenant la caméra futuriste qui est censée être volante. Et oui, bien entendu. La Jeep qui atterrit dans Hill Valley et à laquelle Marty s'accroche avec son overboard est bien sûr un clin d'œil à la Jeep à laquelle il se tient en skate dans l'épisode 1. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. C'est un modèle Wrangler qui est la même Jeep que celle des films Jurassic Park. Et au moment où la Jeep atterrit, on aperçoit derrière elle une voiture futuriste qui est en réalité la voiture utilisée dans le film The Last Starfighter de 1984 et qui se basait déjà sur les formes d'une DeLorean. Au moment où Marty saute à l'eau et que Griff et sa bande s'envolent vers le palais de justice, as-tu remarqué que la grue et la caméra se reflètent dans les vitres ? Cheryl Wheeler-Dixon, la cascadeuse qui double l'actrice Darlene Vogel, jouant Spike, fut blessée durant la scène des overboards. Au lieu de traverser le faux verre du palais de justice, elle percuta l'un des piliers en béton et chuta de 6 mètres de haut sur le sol. On la voit se cogner au pilier dans le film et chuter violemment par terre. Elle s'en tira avec une sérieuse commotion cérébrale et plusieurs os du visage et du bras droit cassés. Pour le tournage du deuxième épisode, Michael J. Fox remarqua qu'il avait moins d'habileté au skateboard que pour le premier, 4 ans plus tôt. On pensait qu'il avait perdu sa dextérité depuis, mais en réalité, on n'oublie jamais vraiment le skate, comme le vélo. Michael J. Fox comprit par la suite que c'était les premiers signes de sa maladie de Parkinson, dont le diagnostic fut posé 2 ans plus tard, en 1991. En dépit d'un certain inconfort passager, Michael J. Fox fut ravi de la scène des overboards, et dit qu'avec Zemeckis, ils avaient une devise pour supporter toute scène difficile. Il répétait « La douleur est temporaire, le film est éternel ». C'est juste avant la fin des 3 semaines de tournage de la scène des overboards qu'est né le fils de Michael J. Fox. Entre le moment où il saute pour la première fois sur l'overboard et le moment où il saute à l'eau, il est devenu papa. A Match Made on Earth était une entreprise située au Courthouse Square en 2015. Le nom semble être une référence au premier livre de George McFly, le roman de science-fiction A Match Made in Space. Bien qu'on ne le voit pas dans le film, il était prévu que des affiches du livre de George McFly soient visibles. On en aperçoit un petit bout derrière cette cabine téléphonique. Alors qu'en 1985, les boutiques avaient tendance à migrer vers le centre commercial, dans le premier épisode on voyait par exemple sur le banc que la joaillerie déménageait au centre de la promenade des Deux Pins,
Eh bien en 2015, c'est tout l'hôtel de ville qui est transformé en centre commercial. As-tu remarqué que la casquette que porte la jeune fille sur la tête est en réalité un tourne-disque? Le son lui vient dans les oreilles avec 2 branches situées sur le côté. Savais-tu que dans Retour vers le futur 2, l'homme à la double cravate qui accoste Marty après la poursuite en overboard est en réalité Terry, le mécanicien qui répara la voiture de Biff en 1955. C'est dans une scène coupée au montage qu'on comprenait que c'est le mécanicien Terry, car il disait à Marty en croisant le vieux Biff que ce dernier lui doit toujours son argent pour une réparation datant du 12 novembre 1955. Et d'ailleurs, c'est précisément parce qu'il entendait cela et que tout lui revenait en mémoire que le vieux Biff décidait de repartir à ce moment précis pour se donner l'almanach. Monte dans la voiture, banane. L'acteur qui joue Terry, Charles Fletcher, est d'ailleurs la doublure voix anglaise du lapin dans Roger Rabbit. On note au passage que les amis des monuments de Hill Valley, dont une représentante demande une offrande à Marty et Jennifer dans l'épisode 1, ont gagné leur combat, puisqu'ils voulaient empêcher le maire de mettre une nouvelle horloge et laisser l'ancienne dans son état, cassée. Les amis des monuments de Hill Valley souhaitent que ce fleuron de notre patrimoine soit maintenu dans son état actuel. Ce qui est encore le cas en 2015. Et le rebord de la tour est d'ailleurs toujours brisé. Lorsque Marty Junior est presque renversé par une voiture alors qu'il traverse la rue, il frappe le capot de la voiture et crie dans la version originale « I'm walking here, I'm walking here !» Il s'agit d'une référence à la célèbre réplique improvisée de Dustin Hoffman jouant Ratso Rizzo dans le film de 1969 Macadam Cowboy. I'm walking here! I'm walking here! I'm walking here, I'm walking here. Robert Zemeckis s'est d'ailleurs amusé à mettre cette réplique culte dans un autre de ses films, Forrest Gump. I'm walking here! Ah, get out! Avais-tu déjà remarqué la similitude entre les vêtements portés par Biff en 1985 et ceux qu'il porte en 2015? Chemise rouge, ceinture claire et surtout pantalon blanc à carreaux. Doc dit à Marty au sujet d'Einstein « Je l'avais mis en hibernation dans un chenil galactique. Il ne s'est même pas aperçu que j'étais parti. » Cette ligne de dialogue a été écrite pour expliquer pourquoi Doc était revenu sans son chien au début du film, alors qu'il l'avait bien avec lui en partant dans le futur à la fin de l'épisode 1. Salut Einstein. Le chien représentant Einstein à l'écran s'appelait Tiger, et il était dressé par Richard Colkins. Pour les épisodes 2 et 3, c'est la dresseuse Mathilda de Cagny qui a fourni un autre acteur canin pour le rôle d'Einstein, Freddy, car Tiger était alors trop vieux pour continuer. Cette expression de Doc, Par tous les pépins de la pomme de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui est à la fois drôle et marquante, a été inspirée par l'expression de la version originale, où Doc invoque le nom d'Isaac Newton. La traduction française est très réussie, elle colle parfaitement avec l'esprit déjanté de Doc. Par tous les pépins de la pomme de Newton, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsque, après l'arrestation de Griff et sa bande, Doc et Marty se servent d'un journal pour voir si les événements du lendemain ont été modifiés, ce journal, l'USA Today, journal qui existe vraiment, est daté du 22 octobre 2015. Eh bien le 22 octobre est le jour de naissance de Christopher Lloyd, en 1938, et il a eu 77 ans le 22 octobre 2015. La photo du journal de Griff et sa bande sur les marches de l'hôtel de ville ne colle pas. Les policières qui arrêtent Spike et Data ont une casquette sur la photo, mais portent un casque futuriste dans la réalité. On découvre aussi grâce au journal le vrai nom de Data, Spike et Whitey, les acolytes de Griff, qui sont Ray Funger, Leslie O'Malley et Chester Nogora. Au moment où Doc observe la scène de l'arrestation de Griff Tannen en 2015, on aperçoit un homme de dos en costume à carreaux sur la droite. Eh bien, il s'agit de Ralph Nelson, le photographe officiel chargé de suivre le tournage de Retour vers le futur. Ce dernier avait publié en 2015 la photo suivante sur laquelle on reconnaît le costume. Sur le journal, on peut voir dans le coin en haut à gauche le portrait d'un homme. Cette image provient d'une série de photos de figurants en costume du futur, prises dans les décors du square de Hill Valley en 2015. On le voit d'ailleurs marcher ici. Si on regarde encore attentivement la une du journal utilisé par Doc, on peut remarquer quelques infos insolites. Par exemple, tout en haut à droite, que la princesse Diana est en vie et qu'elle est devenue reine d'Angleterre. Ces clins d'œil font référence au fait que la princesse Diana était présente pour la première de Retour vers le futur à Londres en 1985 et elle avait salué l'équipe de Spielberg. Dans la colonne de gauche, on remarque que le président des USA est une femme ou encore que l'être humain peut courir 1,6 km en 3 minutes et que les joueurs de baseball trichent avec des bras bioniques.
Avais-tu remarqué que la chemise que Doc porte durant une grande partie du film possède des dessins représentant des cow-boys à cheval et un train? Eh bien cela annonçait subtilement l'intrigue du troisième film, et les plus attentifs auront remarqué que cette chemise a été découpée dans l'épisode 3 et sert à Doc de foulard pour faire le hold-up du train. C'est un hold-up? Non, c'est une expérience scientifique. La voiture de police de 2015 qui ramène Jennifer chez elle est la seule voiture du tournage qui fut dessinée à partir de rien, c'est-à-dire sans s'inspirer d'une voiture existante. Et c'est le designer Tim Flattery qui la dessina. Une voiture fut créée avec beaucoup de détails pour les scènes rapprochées et 2 autres en fibre de verre pour les scènes de vol. As-tu repéré que lorsque la voiture de police atterrit devant chez Marty et Jennifer à Hillday, on peut apercevoir, garé dans l'allée de la première maison à l'angle de gauche, un spinner, un véhicule volant présent dans le film Blade Runner. Le clin d'œil au célèbre film de science-fiction se répète avec un autre spinner qui est également garé parmi les voitures autour de la place de l'hôtel de ville. Mais aucun plan dans le film ne nous le montre en entier. Avais-tu repéré qu'une des 2 policières, la blonde nommée officier Reese, a toujours sa casquette qui descend sur les yeux, comme pour ne pas être reconnue. Ou alors son visage est gardé dans l'obscurité, et elle n'a d'ailleurs pas été créditée à l'écran. Eh bien il s'agit en réalité de l'actrice Mary-Hélène Trainor, qui était la femme du réalisateur de Retour vers le futur, Robert Zemeckis. Tu reconnaîtras aussi cette actrice qui joue la mère de Mickey et Brandon dans le film Les Goonies. L'autre officier s'appelle l'agent Foley. On lit leur nom sur leur casquette où des infos défilent sur un écran digital. Et dans la bande dessinée officielle nommée Qui est Marty McFly, scénarisée par Bob Gale lui-même, on rencontre en 1986 un autre agent Foley qui arrête Needles et qui n'est autre que le père de l'agent Foley de 2015. Lorsque la Jennifer de 1985 se retrouve dans sa maison de 2015, sa fille Marlène apparaît en haut des escaliers et lui dit « Maman, maman, c'est toi ?» C'est exactement la même phrase que prononce Marty dans chaque film de la trilogie lorsqu'il est assommé et se réveille dans un endroit inconnu. Maman, c'est toi? Maman, c'est toi? Maman, c'est toi? Ce n'est pas la voix de Michael J. Fox que l'on entend dans la version originale lorsqu'il joue le rôle de sa fille. Mom, is that you? Mais la voix de l'actrice Grey Delisle qui fut ajoutée en post-production. What happened to Graham? How did you do that? How did you do that? En français, c'est Luc Hamet qui joue toutes les voix des rôles de Michael J. Fox. La réplique de George « Comment va la petite biquette à papy ?» donne en anglais c'est-à-dire « Comment va la petite citrouille à papy ?» La version américaine semble plus à propos car Marlène est rousse. Et c'est l'acteur Jeffrey Westman, dans le rôle de George McFly de 2015, qui est à l'origine de l'introduction du mot « pumpkin » dans cette réplique. On voit Jennifer prendre le cadre de la photo de son mariage, puis elle le laisse tomber par terre avant de se cacher. Quelques secondes plus tard, le cadre est à nouveau sur le meuble, mais à l'envers. L'explication nous vient de la novélisation du film, qui raconte qu'en réalité, c'est Papy George qui l'a ramassé, hors champ dans le film, et qui l'a reposé sur le meuble à l'envers, comme lui. Lorsque Doc et Marty sont en route pour aller récupérer Jennifer, Doc dit « C'est complètement embouteillé !» Mais dans le reflet de la vitre avant de la DeLorean, on peut voir qu'il n'y a aucune voiture. Bizarre. Alors que Doc et Marty se garent devant le panneau Hillday, on peut voir qu'un graffiti a été fait à la bombe rouge. Un K et un R ont été peints sur le mot anglais « success », transformant la phrase « l'adresse du succès » en « l'adresse des pigeons », à prendre au sens de « bonne poire ». Ce gag est reproduit plus tard lorsque Marty arrive dans le 1985 alternatif et qu'il marche sur le panneau de la ville, le I de Hill Valley est transformé en E, Hell Valley, la vallée de l'enfer. Robert Zemeckis, sachant que des scènes de 1955 et 2015 nécessiteraient de doubler, voire tripler les acteurs, Je suis en 2 exemplaires ici. Et toi aussi, tu es en 2 exemplaires. demanda à la société d'effets spéciaux Industrial Light and Magic, ILM, de créer spécialement pour lui une caméra permettant de couper l'écran en 2 ou en 3. ILM développa alors le VistaGlide Motion Control System, une caméra permettant de filmer une scène A, puis de filmer une scène B en gardant en surimpression la scène A. Cette superbe technologie lui permit de filmer le fameux repas de 2015 où Michael J. Fox joue tout à la fois lui-même vieux, son futur fils et sa future fille autour de la table, Papa, c'est pour toi. les passages où le vieux Biff se rencontre jeune en 1955, Dégage de ma bagnole, papy! la scène où Doc discute avec son homologue, On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera un jour futur. Ou un jour passé. ainsi que quelques autres scènes permettant de subtils effets spéciaux, comme ce magnifique atterrissage de la DeLorean.
La scène de la pizza nécessita 3 jours de tournage. L'une des règles les plus contraignantes de tournage était que rien ne devait bouger entre 2 prises. Certains des éléments du plateau étaient même collés, et quand la caméra ne tournait pas, elle était carrément entourée de bandes jaunes de police. Si un accessoire était déplacé d'1 millimètre, cela pouvait tout flanquer par terre. C'est pourquoi, quand un léger tremblement de terre frappa Los Angeles après 2 jours de travail, Zemeckis et son équipe manquèrent de faire une crise cardiaque. Heureusement, rien ne bougea et la scène n'eut pas besoin d'être tournée une nouvelle fois. L'idée d'utiliser dans le scénario un four à hydratation automatique vint simplement à cause d'un contrat pour un placement de produit avec Pizza Hut et Black & Decker pour le four. Une gaffe se glisse au moment où la pizza a fini de chauffer. On voit clairement qu'elle est brûlante, pourtant, la vieille Lorraine attrape le plat en métal à main nue sans aucun souci. On remarque aussi que le fils McFly enlève ses pepperonis de sur sa part de pizza. C'est un clin d'œil au fait que Michael J. Fox est végétarien. Au fait, as-tu déjà réfléchi à ça? Un voyage dans le temps, à une époque future, fait que le voyageur temporel se trouve en 2 exemplaires, l'obligeant à retourner à son époque s'il veut pouvoir vivre sans risque de se croiser. Cela est bien visible dans le 2e épisode, où Marty et Jennifer sont en double en 2015. Pourtant, lorsque le chien Einstein part 1 minute dans le futur, il poursuit ensuite sa vie sans aucun double. Une explication apportée à cela est que, en réalité, un voyageur qui quitte son époque devrait arriver dans un futur où il n'existe plus, puisqu'il a disparu pour tout le monde au moment de son départ. Cela colle donc bien pour Einstein, qui finalement arrive dans un futur d'où il avait disparu durant 1 minute. Ce qui fait que sa montre indique 1 minute de moins que la mienne. Il a fait un bond d'1 minute en avant et il est arrivé immédiatement à l'instant où nous sommes. Ok, mais cela ne colle plus avec le fait que dans l'épisode 2, les héros du film Marty et Jennifer arrivent en 2015 dans un futur où ils existent toujours. Eh bien Robert Zemeckis a expliqué qu'il n'avait pas prévu de suite à Retour vers le futur et que la fin où Doc vient chercher Marty et Jennifer pour aller dans le futur sauver leurs enfants n'était en réalité qu'une blague, afin d'avoir une chute originale au film. Mais une fois qu'une suite a été commandée, il s'est trouvé devant l'obligation de reprendre le scénario là où il l'avait laissé. Et de ne pas faire apparaître Marty, Jennifer et les enfants dans le futur aurait été frustrant pour le public. Bob Gale, quant à lui, reconnaît que c'est pour lui le plus grand paradoxe du film. A noter que Retour vers le futur 2 a d'ailleurs été tourné sous le titre provisoire de Paradoxe. Une scène coupée au montage montrait Marty parler un peu plus longuement avec son fils alors que ce dernier regardait la télé. Son père lui demandait de venir à table et de suivre son programme sur ses lunettes connectées. Mais son fils se plaignait alors de ne pouvoir suivre que 2 programmes à la fois sur ses lunettes. Marty lui répondait que lorsqu'il était jeune, s'il voulait suivre 2 programmes à la fois, il fallait qu'il colle ses 2 postes de télévision côte à côte. Eh bien cette réplique était une référence à l'épisode 1, où il étonne sa famille de 1955 en disant qu'il possède 2 postes de télévision. Vous avez la télévision? Bah oui, même que... on en a 2. Wow! Le bassiste du groupe Red Hot Chili Peppers, Michael Peter Balzari, appelé Flea, qui joue le rôle de Needles dans les épisodes 2 et 3, raconte qu'il était en tournée avec son groupe durant le tournage de Retour vers le futur. Il a dû prendre un avion pour venir faire toutes les scènes où il apparaît en 1 jour, puis il est reparti sur sa tournée. Le nom Needles signifie aiguille, et fait allusion au fait que Needles pique toujours Marty en le provoquant. Tu es une mauviette. Allez, jeton! As-tu reconnu ce que Marty essaie de jouer à la guitare? C'est un morceau du riff principal de la chanson The Power of Love de Huey Lewis, chanson thème de l'épisode 1. Est-ce que toi aussi tu as mis longtemps avant d'enfin comprendre ce que disent les 2 Jennifer à ce moment-là? Un paradoxe est évité lorsque la jeune Jennifer croise son double plus âgé. Toutes 2 s'évanouissent, mais si par malheur la Jennifer jeune se cognait la tête en tombant dans les pommes et mourait, elle ne serait jamais devenue vieille. Et cette rencontre n'aurait pas eu lieu. C'est à juste titre que Doc rattrape Jennifer dans ses bras avant qu'elle ne heurte le sol. On ne sait pas par contre ce qu'il est advenu de la Jennifer vieille dans le film. Mais une scène coupée nous montrait Marty voyant sa femme par terre et allant la secourir. She's tranked again. Le fameux taxi jaune du futur que prend Biff pour aller voler la DeLorean et qui manque d'entrer en collision avec la DeLorean quand Doc et Marty arrivent en 2015. C'était quoi ça? Un taxi? Est tout simplement une Citroën DS. C'est lorsque le designer du véhicule était en train de dessiner un taxi futuriste qu'un collègue lui dit que son dessin rappelait fortement une Citroën DS. C'est alors que l'idée d'utiliser directement cette voiture est née.
Lorsque le vieux Biff revient en 2015 après s'être donné l'almanach à lui-même en 1955, il sort de la DeLorean et on le voit se tordre de douleur. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il a cassé sa canne dans le véhicule. Le réalisateur Robert Zemeckis explique que Biff est en train de vivre la même chose que ce que Marty avait vécu sur scène dans le premier épisode, lorsqu'il commençait à disparaître. En effet, Biff a modifié son propre avenir en se donnant l'almanach en 1955. Et dans la réalité alternative qu'il a provoquée, où il est un mari abusif et violent, les scénaristes expliquent qu'il s'est fait tuer par Lorraine en 1996 avec le revolver qui a tué George McFly. Une scène coupée montrait d'ailleurs Biff disparaître après être sorti de la DeLorean en 2015. Scène qui rendait tout cela plus clair. Le fait que Doc et Marty retournent dans un 1985 modifié laisse souvent une question en suspens. Pourquoi le vieux Biff de 2015 est-il revenu dans sa même réalité puisqu'il s'est déjà donné l'almanach? Il aurait dû se retrouver dans le futur alternatif. C'est d'ailleurs ce qu'explique plus tard Doc à Marty. Il lui dit que repartir dans le futur en 2015 pour empêcher Biff de voler la DeLorean ne ferait que les renvoyer dans le futur de cette réalité. Parce que si nous partons dans le futur, à partir de ce point du temps, nous arriverons dans le futur de cette réalité. Alors la question a été posée par les fans directement au scénariste Bob Gale, et l'explication qu'il a donnée est que Biff ramène la DeLorean juste avant que Doc et Marty reviennent vers elle en portant Jennifer. Puis ils repartent tous les trois tout de suite en 1985. La réalité autour d'eux a donc bien changé en 2015 par effet de propagation. Exactement, Marty! C'est l'effet de propagation! Mais ils n'ont pas eu le temps de le remarquer et les spectateurs non plus. Quant au vieux Biff, on le voit disparaître dans la fameuse scène coupée. Il arrive que les spectateurs d'un film voient avant les héros eux-mêmes un détail qui aurait pu aider les protagonistes dans leurs aventures. C'est le cas dans Retour vers le futur 2, avec un subtil clin d'œil des réalisateurs aux spectateurs. Lorsque Doc et Marty quittent 2015 après avoir récupéré Jennifer, le cadran temporel de la DeLorean indique sur la ligne du bas, qui correspond au dernier départ du véhicule, la date du 12 novembre 1955. S'ils avaient remarqué cela à ce moment-là, tout comme certains spectateurs l'ont remarqué, ils auraient pu savoir en quelle année, jour et heure était parti le vieux Biff pour se donner l'almanach. Le 12 novembre 1955, voilà quand je l'ai eu. C'est ça, Doc, le 12 novembre 1955. Ça semble si incroyable que le vieux Biff ait choisi précisément cette date.